Merci de votre fidélité à Vox Africa et bienvenue dans ce premier numéro de Politiquement Incorrect. Dans cette première édition, nous allons parler surtout de deux institutions. La première est une institution humaine. Il s'agit du président de la République du Zimbabwe, M. Robert Gabriel Mugabe. Et nous parlons également d'une autre institution, l'Union africaine. Et le lien entre les deux, c'est que à la fin du mois de janvier, le président Robert Mugabe a pris la présidence tournante de l'Union africaine et c'est donc lui, pour toute cette année 2015, qui représentera l'institution panafricaine auprès de ses interlocuteurs. Pour discuter avec moi de ce sujet, plusieurs interlocuteurs ici sur le plateau. Tout d'abord, Valérie Taurin de Africazi, bonjour. Bonjour. Avec moi également, Monsieur Jean-Charles Kovi-Gomez, bonjour. Bonjour. Avec moi, Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Avec moi, enfin, Karim Yahyaoui, bonjour. Bonjour. Et pour commencer, intéressons-nous à la personne même du président Robert Mugabe. Certains le considèrent comme le libérateur à la fois de son pays, le Zimbabwe, qui a été la Rhodésie du Sud dans le passé, et d'autres ont une autre perception de l'homme politique. Allons-y rapidement avec Sédik Abba dans ce premier magnéto pour découvrir la personnalité de Robert Mugabe. On ne peut effacer aujourd'hui l'image de Mugabe, grand guerrier rose qui a conduit son pays à la victoire, les armes à la main, contre les colonisateurs britanniques. C'est pas simplement, Mugabe n'avait pas été un idéologue qui a conçu la guerre de libération. Il a participé lui-même de façon active, y compris sur le terrain, au combat contre les colonisateurs britanniques, ce qui a permis de libérer son pays, la Rhodésie, du joug colonial britannique. Et ça lui a construit une aura qui aujourd'hui est écornée, mais qui n'est jamais effacée. En plus de cette guerre de libération, Mugabe a été quand même partisan d'une autre guerre, c'est celle de la libération de l'Afrique du Sud. Au moment où l'Afrique du Sud raciste, qui avait pour idéologie l'apartheid, menait des raids contre les pays de la ligne de front, Mugabe avait accepté qu'il y ait des camps d'entraînement de l'ANC sur son territoire. Et cela lui a coûté à son pays beaucoup. C'est pour cette raison que d'ailleurs l'Occident en était surpris lorsque Mugabe est arrivé au stade où les funérailles de Mandela avaient lieu. Il a été chaleureusement applaudi. Et beaucoup en Occident ne comprenaient pas pourquoi le Mugabe qu'eux ils perçoivent comme un paria, est chaleureusement accueilli en Afrique du Sud. C'est parce que les Sud-Africains n'ont pas oublié au moment où les autres qui critiquent Mugabe étaient de connivence avec le régime de l'apartheid. Mugabe, lui, a fourni armes, a fourni camps d'entraînement à l'Afrique du Sud. Donc il y a toute cette image, il y a tout ce combat qui font qu'aujourd'hui, en Afrique, quel que soit ce que Mugabe fera, sa perception sera différente de celle de l'Occident. Et à titre personnel, moi, je retiens de Mugabe, même s'il a pu commettre quelques erreurs par la suite, je retiens de Mugabe comme le libérateur de son pays, celui qui a conduit son pays à la victoire et celui qui a fait le choix d'accompagner l'ANC à la libération de l'Afrique du Sud. Ça, de mon point de vue, c'est important. Robert Mugabe, libérateur à la fois de la Rhodésie du Sud, puis libérateur de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Valérie Taurin, je ne sais pas si c'est la même analyse que vous partagez avec Sédik Abba. Écoutez, oui, je suis globalement d'accord avec Sédik parce que je trouve qu'effectivement, on oublie un peu beaucoup en ce moment tout ce qu'a pu faire Robert Mugabe dans le passé et notamment, oui, cette prise de position. Alors, il a été en prison un grand moment. Et une partie de la guerre de libération s'est faite pendant qu'il était en prison et lui, il a agi depuis le Mozambique. Mais il n'empêche que si ce n'est pas tout à fait un freedom fighter comme d'autres ont pu l'être, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'indépendance et pour la libération effectivement de son pays. Il y a une deuxième chose, c'est que sur le plan humain, moi j'ai toujours considéré que c'était quand même quelqu'un d'assez bien, parce que bon, le régime de Ian Smith, une fois que tout a été terminé, Ian Smith est resté à Harare. Il a eu une maison, il a eu le régime des chefs d'État en retraite, on va dire, alors que c'était le chef du régime raciste qui avait opprimé le même Mugabe
par exemple, en le maintenant en prison alors que Mugabe avait perdu son fils, voulait aller aux obsèques, il n'a pas voulu, il n'a rien voulu savoir, Mugabe est resté en prison. Donc ce Ian Smith-là, qui était l'objet de toutes les haines, eh bien, il a quand même achevé sa vie dans Harare avec la protection due à un ancien chef d'État. Donc je pense que sur le plan humain, ça n'est pas le monstre que se plaisent à présenter pas mal de médias occidentaux. Je trouve que ça, c'est important. D'accord. Antoine Glaser, monstre ou libérateur finalement? J'étais d'accord au départ, finalement, autant avec Sadi Kaba qu'avec Valérie. En même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a, bien évidemment, Robert Mugabe, le Freedom Fighter et le symbole d'une Afrique qui n'a pas connu, malheureusement, depuis Nkrumah, énormément de grands leaders panafricains. Et c'est vrai que quelque part, on voit bien comment, on va en reparler après des chefs d'État de l'Union africaine, ils sont contents d'avoir l'un des leurs qui s'oppose à l'Occident, qui est toujours sur une ligne anti-impérialiste, anti-colonialiste. Et c'est vrai, je suis d'accord, pendant 10 ans, il était quand même été en prison, je veux dire de 64 à 74, où au moment du décès de son fils, il n'a pas pu sortir. Donc il a vraiment souffert dans sa chair, donc là-dessus, il faut être d'accord. Par contre, il y a le symbole et puis il y a l'autocrate. Il y a l'autocrate qui, quand même, en 2008, il a vraisemblablement volé la présidence à Morgan Tsvangirai, qui était le type du mouvement pour la démocratie et le changement. C'est vrai aussi qu'il y a eu toute cette période où il a eu raison, à un moment donné, de virer les 4000 fermiers blancs qui détenaient les 70% de terres arables. Donc il y a toute une période historique où, effectivement, au niveau du symbole, au niveau de ce qu'il a fait de son pays, mais en même temps, c'est un pur autocrate. Il y a eu quand même eu, avant même du temps de Nkomo, sur une base vraiment ethnique, parce que lui et Shona, et par rapport des Bélés, c'est vrai il y a eu une période, il y a quand même eu 10 000 morts, 20 000 morts. Donc c'est quand même un type. Joshua lui-même a dû s'exiler. Absolument. Donc c'est un type extrêmement violent. C'est vraiment le typique de l'autocrate africain. Ceci dit, voilà, je veux dire, c'est vrai que dans une période historique maintenant où il ne faut quand même pas oublier que toute cette Afrique anglophone s'est libérée les armes à la main, contrairement à l'Afrique francophone qui finalement a accepté pendant très longtemps d'avoir les Français qui ont continué à diriger leur pays. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher ça, mais à part ça, depuis un certain temps, c'est un pur autocrate. Valérie ? Ouais, enfin, pur autocrate, oui et non. Parce que c'est vrai que, bon, d'accord sur Tsvangirai, d'accord sur le fait qu'il y ait eu 10 ou 20 000 morts, oui, dans la lutte d'Embélé contre Shona, mais il y a aussi cette dimension, comment dire, si on compare avec d'autres pays, ce qui s'est passé au Nigeria, par exemple, là, il y a eu des autocrates, des régimes militaires qui ont écrasé opposition intellectuelle, etc., etc. Donc ça, Mugabe, il n'a jamais fait. Les Chenjerai Hove, etc., qui écrivent, qui sont partis en exil en disant « je m'en vais en exil ». Oui, enfin, personne n'a été jamais menacé véritablement physiquement d'une façon, comment dire, c'était pas le paradis sur Terre. C'est pas le paradis sur Terre. Au service d'un intérêt particulier. Le Zimbabwe aussi. Jamais au service d'un intérêt particulier, toujours au service de l'intérêt du pays. Alors, pas tendre. L'intérêt du pays, de son propre intérêt de se maintenir au pouvoir. Jean-Charles Couvi-Gomez, quel est votre regard là-dessus? Parce que c'est vrai que quand on parle de la décolonisation en Afrique, on a plusieurs modes. On a les pays lusophones qui ont eu leur phase de décolonisation bien particulière, les pays de la ligne de front, les pays francophones. Quel est le regard que vous jetez, vous, sur la manière dont le Zimbabwe a pu obtenir son indépendance et surtout sur l'action du président Robert Mugabe là-dessus? Je pense qu'il y a toujours un décalage étonnant quant à la perception qu'on a des hommes d'État africains, selon qu'on soit en Europe ou en Afrique. Ce décalage s'explique en partie, selon moi, par le fait que De Gaulle, qui était perçu comme un terroriste par les nazis, a été accueilli ici comme un libérateur. Hein? Si on va plus loin dans l'histoire,
Napoléon n'était pas un libérateur pour les Espagnols. Il était encore moins pour les Anglais. Par contre, pour les Français, il demeure un symbole historique. Je crois qu'il y a quelque part une certaine relativité dans la perception des choses. Robert Mugabe est né en 1924. C'est l'époque où une compagnie britannique gérait encore la Rhodésie du Sud. Hein? Et ce n'est qu'après qu'il y a eu le protectorat, hein, donc, des Anglais. Cela veut dire que c'est une génération qui a vécu dans sa chair la spoliation des biens du peuple du Zimbabwe. Qu'il s'agisse du peuple Shona, qui a laissé les merveilles, les ruines du Grand Zimbabwe, ou du peuple Ndebele, ou de tous les autres peuples. Vous savez, les Anglais qui ont imposé une certaine politique qu'on appelle l'indirect rule, la politique de l'administration indirecte, ont laissé les Africains gérer leurs affaires dans une certaine mesure, ce qui est des questions liées aux coutumes. En revanche, il y a une brutalité énorme qui a commencé avec Cecil Rhodes, n'est-ce pas? Cecil Rhodes qui a signé un traité avec un roi et qui a capturé ce roi et s'est imposé par la force et la violence. Donc il y a eu un traumatisme qui en a résulté. Et donc pour beaucoup d'Africains, et j'en suis, Robert Mugabe est d'abord un homme qui a participé à la lutte de libération nationale de son peuple. Hein, c'était donc un patriote, un combattant de la liberté. Hein, c'était un combattant de la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment Robert Mugabe devient, dans l'imaginaire des peuples occidentaux, le potentat dont M. Glaser a parlé. À partir de quel moment précisément? Autocrate. Hein. Autocrate. Certains disent potentat. Bon, autocrate, c'est un sens politique. Très bien. Mais c'est parce que Robert Mugabe a signé des accords avec la Grande-Bretagne, qu'on appelle les pourparlers de Lancaster House. Et vous savez qu'il a fait des compromis pendant ces accords-là. D'un côté, il y avait Joshua Nkomo lui-même, qui représentait la ligne des combattants. De l'autre, l'abbé Muzorewa et les autres qui, eux, étaient de connivence avec les Anglais. Et il y avait aussi les Anglais, proprement dit, qui en fait étaient jugés partis en même temps. Donc, un des points de focalisation des 10 accords concernait justement la question de la répartition des terres. Hein, M. Glaser a très bien souligné que 70% des blancs des terres arables et cultivables étaient détenus par 4000 personnes. Dans un pays, on n'a jamais vu cela. Donc M. Mugabe a pris acte du fait que la Grande-Bretagne était prête à accompagner une réforme agraire. Il se trouve que la Grande-Bretagne n'a jamais tenu parole. Que non seulement la Grande-Bretagne n'a pas tenu parole, mais qu'elle a tout fait pour, sur le plan militaire, appuyer les fermiers blancs, alors qu'on était déjà dans un régime dit souverain. Toutes ces considérations ont amené au déclenchement d'un conflit, plus ou moins latent au départ, entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe, et puis le rôle joué par Robert Mugabe dans la libération de l'Afrique du Sud et des pays de la ligne de front. Il ne faut pas oublier les liens qu'il avait avec l'ancien fondateur du Frélimo, hein, donc Édouard de Mondlane, etc. Et puis, donc, je pense que tout cela, il faut rétablir la vérité historique et montrer que le combat que Robert Mugabe a mené est un combat qui a été mené contre les mêmes Occidentaux qui ne peuvent pas avoir sur ce plan un point de vue totalement objectif. Je pense que c'est en relativisant les choses, en voyant qu'il y avait des rapports de force en termes de géostratégie, qu'on peut arriver à comprendre ce phénomène. Karim Yayaoui rappelait quand même qu'au Zimbabwe également, il y a eu une politique d'apartheid qui a été pratiquée. Totalement. Mais le cas de Mugabe, M. Mugabe est très intéressant parce que cette personne est énigmatique, dans le sens où il a vu la transition africaine, c'est-à-dire c'était un soldat, un valeureux combattant, qui a permis à son pays d'avoir quand même l'indépendance, qui a été quelqu'un d'instruit quand les Britanniques sont partis, qui a été quand même dans de grandes universités, qui a été instituteur, donc qui a un parcours atypique, qui a fini donc aujourd'hui président depuis plus de 34 ans. Et aujourd'hui, comme disait mon voisin, qu'on soit en Afrique ou en Europe, il y a une perception totalement différente. En Afrique, pour les anciens, il est vu comme un libérateur, un héros.
pour les Européens ou les Américains, il est vu comme un paria, quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Donc l'enjeu est intéressant. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a compris les codes de la communication et il a su jouer avec beaucoup de choses. Notamment se dire, aujourd'hui les Européens ne m'acceptent pas, les Américains ne m'acceptent pas, je m'exile et vais faire mon shopping à Hong Kong. Donc il a compris que les véritables partenaires dans l'avenir pour l'Afrique et notamment pour son pays, c'est les Chinois. Donc il a très bien compris les subtilités des négociations internationales. C'est un vieux briscard, si je peux employer cette expression. Et aujourd'hui, il y a un véritable dilemme qui est le suivant. L'Afrique l'a choisi pendant 1 an à la présidence de l'Union africaine. Donc ça pose un vrai problème pour l'Europe et les Américains. Comment faire pour négocier avec l'Afrique, continent qui a une croissance dans certains pays à 8%, mais le Zimbabwe connaît une inflation assez importante aussi. Comment faire pour négocier avec lui, sachant qu'il n'a pas le droit de venir sur nos territoires? Cela a été réglé. L'Union européenne. Mais donc, vous voyez, c'est un véritable dilemme parce que les vieux crocodiles, les présidents, les véritables pionniers qui sont là depuis un certain nombre d'années, pour ne pas les citer, maintenant se disent, voilà, on lui fait confiance, c'est quelqu'un qui est là depuis un certain nombre d'années, il a une certaine légitimité pour pouvoir parler en notre nom. Donc, et lui aujourd'hui se dit, moi je suis là depuis un certain nombre d'années, il y a une inflation assez importante, les gens me critiquent, mais quand même je me suis battu pour la liberté de mon peuple qui est aujourd'hui souverain. Et j'ai même lu il y a quelques jours qu'il voulait changer la constitution pour donner quand même le droit à être président jusqu'à 99 ans. Donc ça lui laisse encore quelques belles années devant lui. Donc on peut dire dictateur, certains diront dictateur, d'autres diront libérateur. C'est quelqu'un qui est très complexe et qui constitue une personne comme un diamant avec plusieurs facettes, je pense. Comment se fait-il, Valérie Thorin, que pour une personne qui n'était pas au premier rang au moment où l'indépendance était obtenue, parce que c'est Ian Smith au début, puis il y a eu d'autres premiers ministres avant lui, qui étaient en avant dans la lutte, et il a pu se frayer un chemin dans ce paysage politique et s'imposer comme le premier président du Zimbabwe? C'est un intellectuel. Comme vient de dire monsieur, il a fait ses études à Londres, il a une licence d'économie. Quand il s'est retrouvé Premier ministre, c'était un technicien. Donc, quand il s'agissait d'ouvrir le marché, parce que c'est vrai que le Zimbabwe, c'était une économie agricole, mais il y avait de l'industrie. Quand on se promène à Harare, c'est une grande ville hein, avec l'électricité, des trottoirs, des voitures. Enfin, je veux dire, c'est une ville moderne. On a des villes sahéliennes qui ne sont pas à ce niveau-là. Hein. C'est une grande ville moderne. Et le Zimbabwe était en partie industrialisé. Et donc, Robert Mugabe, Premier ministre, c'était un technicien. Il était là pour rentrer en compagnie du FMI dans cette libéralisation des marchés. Et puis pour gérer les affaires au mieux des intérêts de ce pays qui s'apprêtait à être un pays indépendant. Il y a eu effectivement, c'est pas devenu indépendant tout de suite avec cet indirect rule, etc. Mais lui, ben voilà, il était le Premier ministre aux affaires. Et malheureusement, les recettes, c'était les bonnes vieilles recettes du grand-père FMI, qui ont coûté si cher et qui ont eu des conséquences absolument catastrophiques. Inflation, effondrement des prix des matières premières, chômage, et on s'est retrouvé dans les années 90 avec des 1000% d'inflation, des choses complètement délirantes parce que la machine s'est emballée, parce que là-dessus, il y a eu la réforme agraire qui là, je reconnais, était un peu bon. Et puis surtout les sanctions à la suite des après, élections de 2000. Voilà, ça a fait boule de neige et puis il a fallu véritablement que des technocrates se mettent aux commandes pour inverser la tendance. Mais Robert Mugabe, c'est pas un gars parachuté là comme ça. Il n'a jamais fait de coup d'État. C'est pour ça, autocrate, c'est vrai, mais il n'est pas illégitime, quoi. Il n'a pas pris le pouvoir par la force. Il était nommé Premier ministre, élu président. Très bien. C'est le moment pour nous de passer c'est le moment de passer à la deuxième partie de cette émission avec la dynamique que pourrait apporter désormais le nouveau président de l'Union africaine pour 1 an, Robert Gabriel Mugabe, président du Zimbabwe. Cette désignation intervient au titre de la rotation géographique dans la désignation du président de l'Union africaine. Le président sortant venait d'Afrique du Nord, il a été le président mauritanien. Mohamed Ould Abdelaziz a assumé cette fonction pendant 1 an
Cette année, c'était le tour de l'Afrique australe et l'Afrique australe a désigné Robert Mugabe comme président au titre, donc l'Afrique australe a choisi Mugabe et la candidature de Mugabe a été présentée aux autres chefs d'État qui ne pouvaient pas refuser la désignation de Mugabe. Dans l'ensemble, cette désignation, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Ensuite, maintenant, il faut peut-être essayer de capitaliser la désignation de Mugabe. On a vu, moi j'ai entendu Mugabe dire lors de sa prise de fonction qu'il était important que les pays africains comptent sur eux-mêmes pour le financement de la Commission de l'Union africaine. Et ça, de mon point de vue, c'est important. Si le nationalisme de Mugabe, si son refus de l'ingérence extérieure peut servir la cause du panafricanisme, la prise de conscience de l'Union, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où 77% du budget de l'Union africaine vient de contributions extérieures. C'est pas tenable. On ne peut pas compter sur l'extérieur pour financer nos opérations et puis après nous prévaloir d'une souveraineté, refuser l'ingérence. On a entendu des pays étrangers nous faire la leçon au sujet des révisions constitutionnelles, au sujet des élections, au sujet de choses. Et en réponse, on leur brandit l'étendard de la souveraineté. Si on ne peut pas d'un côté leur brandir l'étendard de la souveraineté et puis d'autres leur tendre la main pour le financement. Et Mugabe apparemment s'inscrit dans une rupture. De mon point de vue, s'il s'inscrit dans cette rupture, on peut capitaliser, même si c'est Mugabe, on peut capitaliser cela pour ouvrir une nouvelle page. Donc globalement, moi, je ne m'en réjouis pas. Je ne peux pas dire que aujourd'hui, quand on prend ce qui s'est passé au Burkina Faso, où la jeunesse aspire à des changements sur le continent, c'est clair que c'est un mauvais message que de désigner à la présidence de l'Union africaine un homme qui est au pouvoir depuis 80, ça fait quand même quasiment 35 ans, mais en même temps, compte tenu du fait qu'il n'a pas de pouvoir exagéré et compte tenu du fait que lui-même peut créer une dynamique qui peut servir le continent, de mon point de vue, ce n'est pas une catastrophe. Jean-Charles Kofi-Gomez, ce n'est pas une catastrophe pour vous non plus que le président Mugabe prenne la présidence de l'Union africaine, alors qu'il est déjà par ailleurs président de la SADC. Bon, vous savez, il y a les cumulards et il y a les autres. Je crois que le mandat de Mugabe va durer seulement 1 an. Il dure 1 an, effectivement. Voilà. Et en 1 année, on n'a pas le temps de modifier réellement une organisation panafricaine dont les lourdeurs bureaucratiques et les pesanteurs sont connues. Mais il semblerait que les chantiers qu'il a décidé d'explorer soient particulièrement intéressants. D'abord, il y a le rapport de l'Union africaine avec la CPI, la Cour pénale internationale, qui a fait l'objet de certaines critiques, donc très peu diplomatiques au demeurant, d'abord de la part de Jean Ping, puis de Haïlé Mariam Desalegn, donc le premier ministre éthiopien, et on a parlé d'une véritable chasse à courre contre les Africains. Donc de ce point de vue-là, il semblerait qu'il y ait un projet d'une cour africaine des droits de l'homme, et Mugabe souhaiterait porter ce projet-là, tout en poursuivant les négociations avec ceux qui ont signé les accords de Rome. Mais la Cour pénale internationale est perçue comme le bras armé judiciaire des puissances occidentales. Est-ce qu'il aura le temps? Parce que le prochain sommet qui devrait statuer là-dessus, parce que c'est en juin que ce sommet se tient en Afrique du Sud, est-ce que vous pensez qu'il aura le temps et que les Africains auront le temps de mettre sur pied une cour à la fois prête pour juger les cas qui leur seront présentés et surtout crédible vis-à-vis à la fois des plaignants et... Là, vous soulignez la question du calendrier, mais sachez que dès lors que le problème est posé, ceux qui vont lui succéder ont le devoir d'examiner, aussi bien au niveau de la commission, dirigée par Mme Dlamini Zuma, que du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un deuxième chantier, qui n'est pas inintéressant non plus, c'est celui justement du budget de l'organisation. Depuis que Kadhafi est parti dans les conditions tragiques que nous savons, plus personne ne met la main à la poche véritablement. Donc ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne qui, paradoxalement, assurent l'ordinaire. Bon, il y a un troisième chantier qui est très important aussi, c'est celui des rébellions, la question sécuritaire, notamment de Boko Haram, et des rébellions de la zone sahélo-sahélienne,
Et de ce point de vue-là aussi, il semblerait que l'organisation, la coordination, disons, de la machine de guerre, pour mettre un terme à ce terrorisme extrêmement violent, inédit, en Afrique subsaharienne, cette machine de guerre tarde à se mettre en place. Et Mugabe aimerait qu'il y ait une réunion extraordinaire pour justement poser ce problème-là et, pour une fois, en dehors des partenaires habituels qui ont tendance à prendre l'initiative de ce point de vue-là. Donc voilà les 3 volets, les 3 chantiers importants qu'il est susceptible, d'après moi, de mettre en route en attendant peut-être que d'autres poursuivent le travail. Vous pensez, Valérie Taurin, qu'il aura véritablement la capacité d'insuffler ce deuxième souffle au projet panafricaniste de l'Union africaine? Écoutez, il est dans son domaine d'activité. Il est... parce que il faut se souvenir de tous les rapports qu'il avait et de ce qu'il a pensé comme pouvant être le panafricanisme et comme pouvant être, pas les États-Unis d'Afrique, mais disons que c'était un projet porteur des années 70 au moment où il est arrivé au pouvoir. Donc, je pense qu'effectivement, il n'aura peut-être pas le temps, mais ce n'est pas le temps qui compte. Comme disait monsieur, ce qui compte, c'est de donner l'impulsion. Et puis derrière, les bureaucrates et puis ses successeurs vont aller dans le sens de ce qu'il aura su initier. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit correspondre à quelque chose qu'il a profondément, qui fait partie de ses convictions. Donc, à ce titre, il me semble que, voilà, c'est très bien. Il marche dans les pas de Lumumba, de Kwame Nkrumah. Il faut relativiser. Si on veut relativiser, il faut relativiser tout ça, je veux dire. Seul truc qu'il ait vraiment fait, que je trouvais qui était très bien au niveau déclaration, c'est l'histoire du budget. Déjà, l'histoire du budget, c'est scandaleux. Je veux dire, qui paye commande? Je veux dire, quand on ne veut pas recevoir de leçons des Américains ou des Européens, au moins on paye son budget. C'est un vrai scandale. Ce pays, je veux dire, ce continent qui a 500 milliards de dollars de réserves, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'un certain nombre de chefs d'État, de dirigeants africains ne réinvestissent absolument pas dans leur pays par rapport à leur population. Et je veux dire, dans leur propre budget de l'Union africaine. Et moi, je trouve que Robert Mugabe, en fait, il sert un peu comme ça. Il y a une certaine hypocrisie. C'est vraiment le ventriloque. C'est-à-dire, il dit tout haut, parce qu'il a 91 ans et qu'il en a, excusez-moi, il est comme moi, quelque part, plus près de la sortie que de l'entrée. Ça lui est complètement égal. Ils disent que les chefs d'État pensent, mais comme les chefs d'État, eux, ils ne mettent pas leurs cotisations à l'Union africaine, je suis tout à fait d'accord. C'est Kadhafi qui a payé pendant des années. En 99 pour le sommet Exactement. de Sergi. Donc, je veux dire, c'est vrai que quelque part, les chefs d'État sont très contents de voir les attaques contre l'Occident. C'est très important aussi la phrase sur le fait contre le Maroc, en disant qu'il faut que nos frères du Sahara occidental aussi... Nous ne sommes pas encore complètement indépendants. Ils ne sont pas complètement indépendants. Donc, il a un discours de rupture vis-à-vis des leçons, des donneurs de leçons occidentaux. En même temps, c'est eux qui payent l'Union africaine. Il faut quand même rappeler que même le siège de l'Union africaine, c'est la Chine qui a mis 200 millions de dollars pour payer le nouveau siège à Addis Abeba de l'Union africaine. Donc, il faut aussi relativiser. Moi, c'est horrible. J'ai l'impression que il se fait plaisir quelque part, Robert Mugabe. Il est applaudi par tous les chefs d'État qui n'osent pas broncher vis-à-vis d'Occidentaux parce qu'ils ont besoin. Et c'est vrai, sur ce plan-là, lui, il a vraiment obtenu son indépendance. Il a dit merde à tout le monde. Il est les seuls à pouvoir dire tout ça. Pour le reste, président, je suis d'accord, ça dure 1 an. Finalement, la vraie puissance, c'est quand même la présidente de la commission. Ouais. Et voilà, mais à part ça, il a dit un certain nombre de choses tout haut et c'était très important pour les chefs d'État. Mais moi, il ne faut pas se cacher l'espèce d'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie, les types, lui, il parle et les autres derrière disent rien. Il faut arrêter. Sur les rapports avec le Maroc, j'ai lu quelques éditos dans la presse marocaine. Ils n'iront pas du dos de la cuillère. Ce n'est pas demain qu'ils rejoindront l'Union africaine sous la présidence de Robert Mugabe. Mais ça va être compliqué avec la position algérienne, avec le Sahel qui pose des problèmes. Il y a les Américains qui sont derrière. Il y a une base Africom qui est plus ou moins créée dans le sud algérien. Et aujourd'hui, l'Algérie joue un jeu complexe et intelligent dans le sens où ils prennent position avec le Sahel. Ils ont aussi une position avec la Libye.
Ça pose un réel problème avec le Maroc qui est quand même un peu le frère ennemi, on s'aime et on se déteste aussi. Donc c'est de la géopolitique très intéressante. Mais juste pour rebondir sur M. Mugabe tout à l'heure, je trouve que autant de présidences pour un seul homme, ça fait beaucoup. Déjà. Et on va être face à deux problèmes qui sont les suivants. L'Afrique du Sud va prendre donc le prochain sommet qui aura lieu en juin. Voilà, alors que c'était le Tchad qui devait le prendre. Donc au niveau organisation, ça va être un problème donc de logistique au niveau des infrastructures et j'en passe et même des décisions. Et de deux, le financement. Si aujourd'hui, celui qui est considéré comme le véritable ennemi des Américains et des Français prend la présidence de cette institution, je pense qu'il y aura à un moment un problème du fait de financer donc, cette organisation. Donc là, on va être face à un dilemme. Et pour revenir sur le Maroc aujourd'hui se dit réfractaire à toute position de l'Union africaine. Il se dit tant que moi, ils vont pas... Qui n'en fait plus partie, en raison de la reconnaissance du Sahara occidental par l'OUA. Et c'est pour ça que là, le président Mugabe va être confronté à différents sujets qui seront difficiles. Le Sahel, Boko Haram, la sécurité, maintenant avec la Libye. Donc ça va être quelque chose d'assez complexe. Mais je pense que ça va être un mandat qui va passer sans qu'il n'y ait... Il y a de grands calendriers à l'international. Le sommet du G7, la conférence sur le climat. Oui. Donc, il est certain que l'Occident va mettre un peu d'eau dans son vin. Hein? Il l'a déjà fait, parce qu'il y a une aide budgétaire qui a été accordée au Zimbabwe par l'Union européenne. Comme vous le savez, Robert Mugabe était persona non grata dans la plupart des capitales occidentales, Londres, Paris, etc. Et depuis peu, les Allemands ont fait pression. Et on dit non, il faut considérer aussi les intérêts de l'Europe. Hein, dans cette région où la Chine est présente, où l'Inde est présente, où toutes les puissances émergentes sont présentes. Donc Robert Mugabe va circuler, il va voyager, il n'ira pas seulement au Vatican, hein, il viendra un peu partout. Il sera présent vraisemblablement au G7. Il sera au G7. Oui, selon toute vraisemblance, d'après nos informations. C'est sûr qu'il y sera. Oui. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, vous voyez, là je vais un peu égratigner M. Glaser. Je pense que il y a un concept extrêmement fécond qu'il a élaboré, le concept d'Africa France. Hein? Mais il faut savoir que le concept d'Africa... En réponse à France-Afrique. Hein, absolument, absolument. Et quand le concept, globalement, c'est qu'on sous-estime les dirigeants africains et c'est eux qui instrumentalisent finalement les pays occidentaux. Moi, je pense qu'il y a une redistribution des cartes et non pas instrumentalisation. Hein? Il ne faut pas perdre de vue le fait que la France, depuis que Nicolas Sarkozy a adhéré à l'OTAN, a changé complètement sa politique gaullienne. La France est devenue, pour ainsi dire, un pays qui marche dans le sillage des États-Unis d'Amérique. La France est présente sur tous les fronts, pratiquement, où il y a un droit de poursuite contre le terrorisme international. Donc la France est beaucoup plus impliquée qu'on ne le dit. De ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une sorte d'Atlanta France. C'est-à-dire disons un conglomérat du bloc atlantiste dans lequel la France est impliquée jusqu'au cou et qui est en train de faire le droit de poursuite en Afrique. Et de ce point de vue-là, moi je dis que je suis optimiste, je finis sur ça. Et pour ce qui est du Maroc, je pense que le Maroc maintient des canaux diplomatiques. Avec les pays africains. Les pays africains. Oui. Que le roi du Maroc est un des seuls souverains, chefs d'État, à avoir sillonné l'Afrique subsaharienne. Hein, il était en Guinée, il était au Sénégal, il était en Côte d'Ivoire, et il était porteur d'un projet économique inédit qu'on n'a pas retrouvé. En tout cas, ce commerce interafricain, le roi du Maroc l'a incarné, le Maroc a un certain savoir-faire, et ce n'est pas parce que le Maroc s'est retiré de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, dans des conditions... La dernière, qui s'est tenue que finalement en Guinée le équatoriale. Maroc cesse pour autant d'être un pays africain. Certains disent que le Maroc va être amarré au bloc européen. Je ne le crois pas trop. Le projet méditerranéen, c'est un projet futuriste. Et le Maroc a un ancrage en Afrique. Et je suis persuadé que diplomatiquement, les choses finiront par, disons, se décanter. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui faire crédit au président Robert Mugabe de pouvoir redonner un véritable souffle au panafricanisme et à la construction de cette dynamique panafricaine qui avait été lancée en 1963?
Il est peut-être quand même un petit peu au bout de ce qu'il est possible de faire. Parce que, certes, c'est un intellectuel, etc. Mais enfin bon, il est... Il a, comme on dit, l'âge de ses artères. Voilà. Donc, bon, là, ça va peut-être être un petit peu difficile. Mais disons qu'il va donner... effectivement, comme dit Antoine, il dit les choses que personne n'ose dire. Et puis, il va dire, bon, bah, allez, les gars, il va falloir payer vos cotisations et puis il va falloir s'occuper du Sahara occidental. Et moi, ça, je suis très, très contente parce que tous les sommets de l'OUA et de l'Union africaine auxquels j'ai assisté, j'ai toujours vu le Sahara occidental. Du temps d'Arafat, il n'y avait guère que Arafat qui en parlait. Hein, tout le monde disait bon, et bon, ben là, voilà. Alors, l'Union européenne commence à prendre position. On n'en est pas encore au référendum d'autodétermination, ne rêvons pas, mais on commence à en parler enfin un peu. Parce que c'est le seul pays colonisé de l'Afrique, donc il va falloir peut-être commencer à réagir. Vous allez vous faire des amis au Maroc. Oui. Et c'est le moment de passer au dernier sujet, celui qui porte sur la stature de paria du président Mugabe. La communauté internationale ne peut pas refuser la désignation de Mugabe parce que la désignation de Mugabe est malheureusement intervenue du fait des mécanismes internes à l'Union africaine sur lesquels il y a des faiblesses. Maintenant que Mugabe a été désigné, je pense que les autres pays, en tout cas l'Union européenne, a notamment dit que puisque Mugabe viendra dans les pays européens au titre en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il ne peut pas être refusé sur le territoire, sur le sol européen. C'est clair que les autres pays, sans doute les États-Unis et d'autres partenaires, ne manifesteront pas beaucoup d'enthousiasme, mais ils sont obligés de s'accommoder puisque ce choix a été fait au nom par l'Union africaine. Et Mugabe aujourd'hui n'est plus le représentant du Zimbabwe qui a instauré la réforme agraire, mais il est le représentant du continent africain. L'un de ces différends avec l'Occident, c'est justement la réforme agraire. On peut dire ce qu'on veut sur le fond, sur le principe de la réforme agraire. Mugabe a raison de dire qu'on ne peut pas laisser 90% des terres aux mains de la seule minorité blanche. Il faut qu'il y ait une redistribution des terres, mais seulement c'est dans l'opérationnalisation, dans la façon dont ça a été conduit. On ne peut pas prendre une ferme agricole, la confier à quelqu'un qui n'a aucune expérience agricole. Peut-être qu'il aurait été plus efficace de former les gens à la gestion des fermes agricoles, leur montrer comment on peut gérer les fermes, ensuite faire le travail de récupération de terres, de dépossession de terres, y compris en indemnisant les gens. Donc, de ce point de vue, justement, l'approche de Mugabe a été sujette à caution. Mais je crois que pour moi, il y a souvent de la fixation vis-à-vis de Mugabe. L'Occident souvent fait de la fixation dans certains pays. Mugabe Mugabe suscite un rejet, souvent épidermique. Dès qu'il s'agit de Mugabe, on rejette. Il y a ces aspects-là. Il faut pouvoir gérer ça. Et pour cette année, puisque Mugabe est président de l'Union africaine pour un an, je crois qu'on trouvera les moyens diplomatiques pour surmonter les différents malentendus. Monsieur Kovi-Gomez, sur la réforme agraire, rappelons quand même, Lancaster House avait normalement réglé cette question par rapport à l'indemnisation ou à la manière dont les terres allaient être gérées au Zimbabwe. Mais c'est un problème africain, la question de la gestion des terres, le foncier rural. Le problème se pose en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas 90% de terres arables qui sont tenues par les Libanais ou les Blancs. Mais il y a des injustices liées à l'expropriation des terres en Afrique. Et c'est un grave problème. Comme le problème de l'eau aussi, l'accès à l'eau. Tous ces problèmes-là sont aussi à la base de certains conflits qu'on ne perçoit pas sur le plan médiatique. Il est certain que deux pays vont avoir des difficultés pendant les prochaines décennies. L'Afrique du Sud. C'est vrai que Nelson Mandela a négocié. Il y a eu, pendant les négociations secrètes, des concessions importantes qui ont été faites par Nelson Mandela. Il a démantelé, certes, l'arsenal nucléaire sud-africain, mais aussi il a fait des concessions énormes sur le plan économique. Et tout le monde n'est pas d'accord. Les nouvelles générations souhaiteraient qu'il y ait une réforme agraire. Et au Kenya également,
il y a des problèmes. D'ailleurs, le président qui a été poursuivi par la Cour pénale internationale, dans son programme, il a dit qu'il faut redistribuer les terres. Vous voyez? Donc l'Éthiopie aussi. Hein, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la redistribution des terres. Donc ce que je pense, c'est que sans collectiviser forcément les moyens de production et d'échange, là on est dans un schéma socialiste ou socialisant, d'accord? On peut corriger des injustices historiques flagrantes. Est-ce qu'il s'est trompé dans la méthode, comme semblait le suggérer Seydi Kaba tout à l'heure, en disant qu'on n'arrache pas les terres pour les confier à des personnes qui n'ont aucune expérience de gestion? Est-ce que vous pensez qu'il a commis une erreur de ce point de vue en expropriant trop rapidement les fermiers blancs? Mais il n'a pas exproprié les fermiers blancs. C'est une erreur, ça. Hein? Bon, ceux qui connaissent bien le dossier savent qu'il a mis en demeure certains fermiers qui avaient de grands hectares, n'est-ce pas? Et qui ne les utilisaient pas forcément. Hein? Et de mettre ça à la disposition de l'État zimbabwéen. Et il a essuyé un refus. Et il faut dire que sur ce dossier, la Grande-Bretagne a agi un peu en coulisses, en avançant masqué. Et la Grande-Bretagne a poussé les fermiers à adopter une attitude radicale et une position frontale vis-à-vis de l'État zimbabwéen. Donc, on peut dire que quelque part, c'est parce qu'il n'avait pas en face de lui des interlocuteurs décidés à coopérer, hein, parce que le problème, effectivement, on voit toujours le problème du côté des fermiers blancs. Mais on ne voit pas toutes les populations africaines, hein, qui n'ont même pas de quoi manger et qui souffrent d'une pénurie alimentaire chronique. Voyez. Donc, je pense que quand on pose le problème du Zimbabwe, il faut le poser avec un peu d'objectivité. Hein. Robert Mugabe n'est pas, et c'est sur ce point que je vais terminer, c'est certainement pas un ange. Hein. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas la thèse que nous défendons. Mais nous disons qu'il y a d'autres dirigeants africains qui ont fait l'objet d'une véritable cour assidue de la part de l'Occident, qui sont restés 30 ans au pouvoir, je ne vais pas citer de nom, hein, pour ne pas créer des frustrations. Et apparemment, nous parlons de Mugabe. On leur a donné un certificat de bonne gouvernance. Hein. Et certains sont encore aux affaires au moment où nous parlons, hein, notamment au Cameroun. Hein. Donc je pense que... Effectivement, vous n'avez pas cité de nom. Non, je ne cite pas de nom, je cite les États. Des pays. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre deux écoles. Il y a ceux qu'on appelle les démocrates souverainistes, hein, qui, eux, veulent qu'il y ait les attributs de la souveraineté d'un État, notamment sur le plan économique. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les réformistes néocoloniaux, qui, eux, s'accommodent du système, négocient des rentes. Donc je suppose que vous mettez Robert Mugabe dans la première catégorie. Je dis que Robert Mugabe, même si on dit qu'il a truqué les élections de 2008, ça c'est l'Occident qui le dit. Pour les dernières élections, Morgan Tsvangirai, son concurrent n'a pas de base au niveau du monde rural. Il n'a pas de base électorale. Il est connu dans les milieux, si vous voulez, qui sont des milieux d'intellectuels, hein, les milieux urbains. Mais le Zimbabwe, c'est pas seulement Harare. Les milieux syndicalistes également. Les syndicalistes également, je le concède. Oui. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, je crois, c'est la façon dont Mugabe est en train de gérer sa sortie. Actuellement, il est en train de mettre de côté les gens qui l'ont accompagné, hein, pour favoriser peut-être des personnes qu'il croit être plus proches de lui. Et cela va poser, à mon avis... Vous parlez de son épouse. Oui, grâce. Et cela risque vous pouvez citer les noms. Vous pouvez citer les noms. Oui, là, je crois que... Elle est docteur honoris causa, d'ailleurs. Absolument. Non, mais je veux dire, on ne va pas débattre longtemps sur 2008. Hein. Je pense que les jeunes Africains, 2008, pour eux, c'est Mathusalem. C'est le siècle dernier. Mais très franchement, en 2008, il faut quand même rappeler que son opposant est arrivé au premier tour avec 49,3%. Là, revenons sur l'histoire. Il a refusé de faire le second. Bien sûr, mais revenons sur l'histoire. Effectivement, où je suis complètement d'accord avec vous, c'est de la sur le plan d'Occident, c'est de la géostratégie post-coloniale. Oui. C'est vrai que, en fait, ce qui se passe sur ce continent, c'est que chaque ancienne puissance coloniale reste quand même dans son précaré. Oui. Et c'est vrai que les Anglais, pour eux, c'était très important, le Zimbabwe et l'histoire de la réforme agraire, parce qu'ils craignaient bien évidemment l'extrapolation sur leur chère Afrique du Sud, avec les fermiers blancs en Afrique du Sud. Ou la Namibie avec les anciennes puissances coloniales allemandes. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que
sur ce continent, on voit bien par exemple les pays lusophones avec le Portugal et l'Angola, sauf que maintenant c'est plutôt les Angolais qui rachètent le Portugal. Mais au niveau de la France qui est en train de perdre pied dans son précaré, c'est la même chose. Je veux dire, pour moi, l'armée française sert vraiment de cache-misère à en fait une déshérence, finalement, la France est en train finalement de perdre toutes ses positions en Afrique, mais les gens ne le voient pas parce qu'il y a encore une présence française militaire extrêmement importante. Mais il faut comprendre que c'est des deals entre diplomates. Les Français disent aux Anglais, écoutez, on vous promet, on n'invite pas Robert Mugabe à nos sommets franco-africains, à condition que vous votiez nos résolutions sur la Côte d'Ivoire. La France, les diplomates français, si les militaires français ils sont en Afrique, c'est parce que c'est les diplomates français qui font voter les résolutions aux Nations Unies. Donc, c'est-à-dire c'est un jeu au niveau occidental, de géosport. Et je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de pays où les Français, quand c'est leur autocrate à eux, ils ne vont pas en parler parce que ça les arrange. Et moi qui écris Africa France, je pense que c'est eux qui tirent souvent les ficelles à Paris. Donc, on est dans un jeu de grande puissance ou de moyenne puissance. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, la donne a changé. Il y a les Chinois qui sont arrivés, les Indiens, les Brésiliens, les Turcs qui arrivent en puissance. Il faut savoir qu'à peu près tous les 2 mois, ils ouvrent une ligne entre Istanbul et le Gabon, le Libreville, ils ont ouvert pas mal de choses, Kinshasa. Donc eux arrivent, ils savent qu'il y a de l'argent maintenant en Afrique, une croissance importante, et c'est là qu'ils vont pouvoir décrocher de nouveaux contrats. La politique de papa, la France-Afrique, c'est fini. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, un gamin de 18 ans a une fenêtre sur le monde entier. Donc voilà, et tout à l'heure pour rebondir sur Mugabe, c'est effectivement la méthode à titre personnel, qui n'est pas bonne. Ça, c'est un vrai problème. Mais lui, il a voulu des décisions choc pour dire à sa population, j'ai été leader militaire, je suis politicien, maintenant je suis un véritable décideur, et ce n'est pas les Britanniques et les Blancs qui vont décider chez nous. Mais aujourd'hui, les conséquences, quelles sont-elles? Aujourd'hui, il y a un vrai problème économique au Zimbabwe, les fermes sont abandonnées, la population souffre, et ça pose un réel problème économique. Est-ce que les sanctions financières, finalement, n'ont pas fini de déstabiliser à la fois Mugabe, mais surtout l'économie de son pays? Parce que c'est depuis quand même les années 2003, 2008 qu'on se retrouve dans cette situation d'embargo avec des chiffres d'inflation qui donnent le tournis. Oui, bon, la situation s'est un petit peu améliorée, mais bon, les sanctions, c'est jamais bon. C'est jamais bon. De toute façon, hein, qui que soit la victime de ces sanctions, bon, c'est jamais bon. C'est un peu fait pour ça, d'ailleurs. Hein. Mais bon, le pays se redresse. Parce qu'on en parlait tout à l'heure hors micro, mais c'est vrai qu'il y a combien 400, 600 entreprises britanniques. Les câbles zimbabwéens sont les meilleurs de toute l'Afrique australe. Voilà. C'est pour ça que l'Afrique du Sud les a complètement absorbés. Lui-même a étudié là-bas. Oui, non, puis bon, les pays de la sous-région, l'université d'Harare, c'est une bonne université. Dans toute la sous-région, ça rayonne. Donc les gars, ils sont formés là-bas. Les pays de la sous-région les absorbent parce que dès qu'il se passe quelque chose, ils disent venez donc chez nous. Donc, comme il y a quand même un certain nationalisme, après les gars ils rentrent chez eux et puis le Zimbabwe s'en sort. Donc, bon, évidemment, les sanctions c'est jamais bon, mais malgré ça, ils y vont, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus extraordinaire. Un peu comme, je parlais tout à l'heure du Nigeria, mais au Nigeria, c'est un peu la même chose. Les gars, ils ne tiennent pas les murs. Ils disent, écoutez, finalement, pour parler vulgairement, on vous emmerde, on va y arriver tout seul. Bon, là, ils ont d'autres problèmes, les Nigérians. Mais en tout cas, pour ce qui est du Zimbabwe, il y a un tissu industriel, il y a un tissu agricole, il y a des syndicats professionnels et tout. Ça va aller. Les investisseurs s'intéressent plus actuellement au Zimbabwe. Ils misent plus sur le Zimbabwe dans leur cénacle confidentiel que sur l'Angola. En disant l'Angola, avec la chute du pétrole, risque d'avoir des problèmes. Et ils misent beaucoup sur le Zimbabwe, compte tenu de sa diversité agricole et de plateformes de la région, avec des cadres très très formés. Est-ce que finalement, le fait qu'il soit à la fois président de la communauté de la SADC et qu'il soit également président de l'Union africaine ne lui permettra pas de débloquer en quelque sorte l'étau qui s'est resserré autour de son pays et qui l'asphyxie pratiquement? Écoutez, c'est toujours un peu la politique fiction, c'est jamais trop, mais c'est sûr que ça va en tout cas lui donner quelques outils. Il va avoir des ficelles en main. Et le connaissant, je ne connais pas beaucoup, mais
il est capable de faire jouer ça parce que c'est un fin politique. Il a beau avoir l'âge de ses artères, comme on disait. C'est encore une fois un type cortiqué, qui réfléchit, qui lit, qui se renseigne. C'est absolument pas un gars qui est au village et qui fiche rien. Donc c'est vrai qu'il a les moyens aujourd'hui d'être un homme influent. Antoine Glaser, sur la même question. Oui, mais enfin, cortiqué peut-être, mais très franchement, il est quand même fatigué, le papa. Il ne faut pas quand même se leurrer, il est fatigué. Je veux dire, bon, voilà, ça va durer ce que ça va durer. Mais vraiment, où je suis d'accord, le problème, c'est la succession. Je veux dire, s'il se met dans l'idée de mettre sa chère et tendre épouse, ça va poser un problème à ce pays. Les militaires ne vont pas laisser aussi. Hein. En 30 secondes, Ouais. sur la même question. Effectivement, c'est un pays qui a un fort potentiel et qu'il va falloir exploiter. Et là, je pense que sa position en tant que président de différentes institutions et de l'État va être un acteur incontournable pendant cette année. Donc, il va jouer son va-tout cette année. Oui. Le mot de la fin. Moi, je pense que c'est un animal politique. C'est un redoutable observateur de la scène politique mondiale. N'oublions pas qu'il était dans le collimateur des Occidentaux, au même titre que Kadhafi. Finalement, c'est un survivant. Hein? C'est un survivant. On aurait bien voulu lui réserver le même sort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Mugabe a épuisé ce qu'on appelle ses capacités d'action. Il doit maintenant, je pense, préparer sa succession et sortir de façon honorable de la scène politique, parce que je pense qu'à 91 ans passés, on peut faire un bilan et on peut justement passer le témoin Il faut les souffler, les bougies. Hein. Merci. Merci beaucoup Jean-Charles Coll-Gomez, merci à Karim Yahyaoui, merci à Valérie Taurin, merci à Antoine Glaser, merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'à son terme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. Au revoir. Merci.